Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV pour un nouvel entretien atypique pour le coup, puisqu'on va interroger cette fois pas les personnages, pas les politiques concrètes, mais les paradigmes dans leur mouvement historique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Ozan, à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Achille, Alors enchanté. j'ai longtemps cherché, moi de même, alors j'ai longtemps cherché comment vous présenter. Et j'ai trouvé différentes descriptions, notamment chez votre éditeur, etc. Mais celle qui me paraît la plus pertinente, c'est de dire que vous êtes un métapoliticien. Dans le sens où, alors vous avez été un praticien également de la politique, donc vous connaissez la réalité du terrain. Mais disons que l'essentiel de votre travail interpelle et interroge les grands paradigmes, comme je l'ai dit en introduction, et donc ce qui fait de vous un métapoliticien. Êtes-vous d'accord avec cette présentation? Alors c'est une définition évidemment qui est problématique pour moi parce que l'un de mes principes de base, c'est de considérer que le robinet d'eau froide ou d'eau chaude a plus fait pour l'individualisme que tous les travaux d'Adam Smith réunis. Et c'est le premier point. Et que donc, je considère que d'une façon générale, en tout cas, les hommes pensent comme ils agissent plus souvent qu'ils n'agissent comme ils pensent. Ce qui veut dire une chose, ce qui veut dire que je ne crois pas à la force motrice des idées dans l'histoire. Je crois que les hommes sont mus par des lignes, des émotions. Louis-Ferdinand Céline disait au commencement était l'émotion, et je crois qu'au commencement était l'émotion. Donc c'est paradoxal parce que oui, effectivement, je fais un travail, j'interroge en fait effectivement les paradigmes, je fouille comment dire les bases ou les constructions idéologiques, mais je ne suis pas métapoliticien par destination puisque je considère que la métapolitique est vaine. Je crois plutôt à l'infrapolitique, un peu comme les nationalistes révolutionnaires ou comme les anarchistes. C'est-à-dire, je crois que les gens sont plus noués, soudés, liés par des capacités de coopération communes quotidiennes. Hein, les travaux d'Axel Rhodes sur le dilemme littératif du prisonnier, c'est-à-dire comment en fait la construction sociale et la possibilité même d'une vie sociale se joue dans des interactions régulières avec des personnes avec lesquelles on est capable de faire appliquer globalement le principe de la mise en jeu de la réputation et de la valorisation sociale. Et donc, en fait, je ne crois pas beaucoup au rôle moteur des idées, je dévalorise même le rôle des idées dans l'histoire, et j'ai tendance, globalement, à considérer que le travail métapolitique, en tout cas tel qu'il est défini habituellement par aussi bien la gauche que la droite, on va dire plutôt l'extrême gauche et l'extrême droite, puisque c'est globalement les deux seuls espaces dans lesquels on s'intéresse encore aux travaux d'Antonio Gramsci, que cette approche-là a fait plus de mal que de bien. Et donc, peut-être que c'est une façon de dire qu'il faudrait que les gens s'arrêtent de faire de la métapolitique à part moi. mais non, je vais pas aller jusque-là. Je vais vous dire simplement que je pense qu'on passe trop de temps en fait à s'interroger sur. En fait, je vais vous dire une autre chose qui va poser un paradoxe aussi dans notre entretien, c'est que je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce que les gens croient penser. Je m'intéresse plutôt à pourquoi ils le font. Je m'interroge plutôt aux effets de ce qu'ils font quand ils pensent. Et je m'intéresse aussi à la façon dont naissent et aussi disparaissent ou changent les modes de pensée. Et donc, voilà pourquoi je n'ai pas un rapport, en fait, au travail des idées, qui est une sorte de rapport fétichiste avec le livre, avec l'idée, avec le concept, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'amusent à raisonner d'une façon parfois agile, souvent beaucoup moins avec des idées, des concepts, etc. Beaucoup de gens qui vivent hors mur, hors temps, hors matière, hors cycle, hors vie réelle tout court, hein, avec une forme d'artificialisation des débats qui tentent à je dirais,
à leur faire perdre toute vitalité. Hein. On est dans une sorte de monde à part, un peu comme l'économie s'est autonomisée, produit des concepts un peu qui sont parfois totalement hors sol. Le monde métapolitique produit aussi des concepts totalement hors sol aussi, ou des réflexions totalement hors sol avec des individus totalement hors sol. Moi, je ne suis pas vraiment un individu hors sol. Je suis un père de 4 enfants. J'ai eu 4 enfants. J'ai été pompier militaire. J'ai été militant écologiste de terrain, plutôt tendance dure, voire très dure, violente dans ma jeunesse. J'ai été dirigeant de PME, hein, donc j'ai créé, inventé, déposé des brevets, créé des PME, etc. Donc je suis vraiment dans le dur. Et donc mon rapport aux idées n'est pas celui d'un être éthéré qui essaie de réfléchir sur le monde, ou d'un tacticien métapolitique, mais d'un homme avec les pieds bien sur terre, qui s'intéresse certes, qui fait certes ce que vous avez dit que je faisais, mais avec toutes les réserves et en tout cas tous les paradoxes que je vous ai indiqués dans ma réponse. Et je rappelle quand même que vous avez écrit un livre, France, les années décisives, que vous pouvez commander chez Culture et Racines, et qui analyse cette dynamique d'industrialisation de la migration dans une logique de colonisation d'un nouveau genre. Donc c'est autour de la question de l'identité également. Alors c'est un livre qui m'a fait regretter quelque part d'écrire, parce que si vous voulez, j'ai un rapport avec ce livre qui est un peu paradoxal. Je ne renie absolument pas ce qui est écrit dedans. Je trouve qu'il est intéressant. C'est un livre de parcours, on va dire. Hein, on va dire. Mais c'est un livre que je réécrirai pas du tout de la même façon, que je reformulerai pas de la même façon et que je n'éprouverai même plus le besoin d'écrire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un livre parcours. On va dire c'est un livre étape. Vous savez, un peu comme quand vous regardez un film à une époque de votre vie, vous le trouvez fantastique, ou vous lisez quelque chose et vous trouvez ça génial. Et vous le relisez 5 ans plus tard, c'est pas vous qui l'avez écrit, mais ça vous a beaucoup touché. Et là, vous vous dites pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça si génial à cette époque-là. Et là, quand je me relis, c'est pas que je trouve ça génial ou pas génial, ni que je le trouvais génial à cette époque-là, mais quand je me le relis, je n'y trouve plus la façon dont je construis ma pensée, mes raisonnements et mon travail aujourd'hui. Mais heureusement, j'ai envie de dire, heureusement, parce que ça veut dire heureusement, et j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que intellectuellement vous bougez, c'est-à-dire vous progressez. Oui, j'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé effectivement depuis cette période-là, et que c'était un peu les débuts de mon travail de réflexion. J'avais voulu faire quelque chose surtout de très facile à lire, de très synthétique. On m'a dit qu'il était très tonifiant, c'était un bouquin qui donnait la pêche parce qu'il était très positif et qu'il était surtout, qui redescendait toujours sur du réel, sur du concret, sur du pratique, etc. Et que on trouvait là mes dispositions d'esprit naturelles, on va dire, très pratiques, très etc. Donc c'est le bon côté du bouquin. Maintenant, bon, j'ai énormément avancé sur beaucoup de choses et je trouve encore qu'il y a, encore une fois, voilà, je n'éprouverai plus le besoin de le réécrire aujourd'hui. Donc avant d'entamer notre sujet, je tiens à rappeler que j'ai quand même l'impression que vous avez un petit côté hegelien que peut-être vous n'assumez pas, puisque vous parlez d'émotion comme étant le premier facteur qui nous meut et qui nous amène à agir avant les idées, et que chez Hegel, les émotions sont une ruse de l'histoire, c'est qu'elles ont leur rôle à jouer également, mais pour mieux servir l'idée, en quelque sorte. Mais bon, c'est un débat sans fin. Je pense qu'on laissera les gens... Je sens plus silmien qu'hegelien, pour être franc. D'accord, parfait. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'État, et plus particulièrement du devenir de l'État. L'État, c'est cette vieille machine qui remonte au néolithique, probablement, tout début du néolithique, avec l'invention de l'agriculture, avec la domestication des animaux, avec le fait de pouvoir stocker des grains et donc de devoir les protéger contre d'autres tribus hostiles. Et cet État a connu une longue histoire avec des mutations extrêmement importantes, en passant par les différentes formes de l'État traditionnel jusqu'au traité westphalien, jusqu'aux années 80 notamment. Alors je saute beaucoup d'étapes, c'est pour faire vite. Avec la révolution thatchérienne et le principe de gouvernance qui a pour finalité de remplacer le gouvernement. Et donc, on remplace le politique par de l'économique et du management. Et d'ailleurs, il y a un livre excellent de, comment il s'appelle, Alain Deneau, La gouvernance ou le management totalitaire, qui retrace l'épopée de ce concept de gouvernance et ses finalités. Et à partir des années 80, on a commencé à parler de fin de l'État et puis de fin de l'histoire avec Fukuyama. Et qu'avec la mondialisation heureuse, l'État n'avait plus de raison d'être, il y aurait plus de guerre, ce sera la paix perpétuelle, la paix, la pax mercata, en quelque sorte.
Mais avec l'épisode Covid, on a vu le Léviathan remonter à la surface et montrer son visage le plus hideux, le visage totalitaire, le visage orienté contre les populations et pas contre l'ennemi extérieur. Alors, avant de parler de devenir de l'État, déjà, êtes-vous d'accord avec cette lecture linéaire et où en est-on par rapport au cycle de vie de l'État? Alors, oui et non. Bon, pour moi, l'État naît de la nécessité de la mobilisation et de la coopération face à la menace dans l'histoire. L'État naît de la perspective de la défaite, d'une certaine façon. Il naît en fait du besoin qu'ont dans l'histoire les groupes humains de s'organiser et de coopérer de façon efficace pour faire face à un stress vital. C'est une définition que vous retrouvez encore aujourd'hui dans la plupart des travaux de Carl Schmitt, notamment, et de ce qu'on appelle le décisionnisme en politique. Voilà, avec le rôle de l'histoire comme, je dirais, acteur, je dirais, et raison d'être face au stress vital, hein, donc face à l'enjeu de vie et de mort, en quelque sorte. Et donc l'État apparaît comme cela. C'est-à-dire, pour moi, il y a aujourd'hui deux conceptions, deux idéologies qui racontent l'État. Il y en a une qui, il y a les idéologies qui considèrent que c'est globalement une anomalie de l'histoire, ou en tout cas un processus, quelque chose qui doit être résorbé par le processus historique. Ça, c'est le marxisme. Il y a les anarchistes qui considèrent que c'est en fait avec la religion que c'est la construction de féodalité, de pouvoir illégitime, et que bref, l'État est par définition une structure oppressive qui doit elle aussi être mise à distance. Il y a les libéraux qui sont les anarchistes, je vais essayer de faire vite, les anarchistes de l'anarchisme du riche en quelque sorte, qui considèrent que cette structure étatique n'affectant pas correctement ses ressources, ses impôts, la décision, etc., n'est pas une structure efficace, et donc il est préférable qu'on ne lui consacre pas ni son temps, ni son énergie, ni ses ressources. Et puis, il y a globalement deux écoles qui sont d'un côté je dirais les décisionnistes réalistes en ce sens qu'ils considèrent que l'homme est un animal politique et qu'en tant qu'animal politique, l'État est, comme le disait Machiavel, l'incarnation politique du peuple, et simultanément, du fait que l'homme est un animal politique et du fait qu'il doit, à l'intérieur des sociétés, être capable de, je dirais, faire vivre en quelque sorte les contradictions d'intérêt des individus, des sunt politicun, les uns à l'égard des autres, de les organiser, de les faire vivre à l'intérieur d'une unité politique. Et que le deuxième rôle du politique, de l'État, pardon, c'est de coordonner, de mobiliser la collectivité culturelle face à un enjeu de vie et de mort. Bon. Et puis il y a ceux qui considèrent que l'État, c'est le résultat finalement de la complexification de la société. C'est-à-dire là, ce sont plutôt des ingénieristes, des gens qui considèrent que historiquement, l'État maille à partie, en fait, est la simple transposition dans les institutions d'un processus de construction de société de plus en plus complexe, et qu'il est le résultat de ce processus de complexité, et qu'il a vocation globalement à pratiquer l'ingénierie sociale, c'est-à-dire à viser à organiser le vivre tous ensemble à l'intérieur des frontières ou sur les territoires sur lesquels il a autorité. Donc, de mon point de vue, l'État, je suis plutôt un décisionniste de ce point de vue-là, l'État naît de la perspective que quelque chose doit survivre à l'enjeu de la guerre, à l'enjeu de vie ou de mort, à l'enjeu de la bataille. Qu'il faut que quelque chose se tienne en dehors du champ de bataille, comme quand vous voyez des champs de bataille, vous avez toujours les généraux ou les dirigeants ou les souverains qui se tiennent à l'extérieur, qui dirigent leurs troupes, qui font preuve qui mènent leurs initiatives tactiques dans le cadre d'une stratégie, etc. Mais pour ce faire, ils ont besoin de s'abstraire en quelque sorte du champ de bataille, d'en sortir et d'être capable d'organiser le champ de bataille. Et donc, l'État se tient en dehors du peuple. Il n'est, comme disait Nietzsche, l'État n'est pas le peuple et le mensonge qui rentre de sa bouche, chez moi, l'État, je suis le peuple. L'État n'est pas le peuple, mais il se tient en dehors de l'enjeu de vie et de mort pour,
avant cet enjeu et pour préparer à cet enjeu le collectif, le groupe, et 2 après, une fois que l'enjeu est passé, la bataille est passée, l'enjeu de vie et de mort est passé, etc. Faire perdurer dans la société les bonnes dispositions coopératives qui sont nées de la menace, qui sont nées de la bataille, qui sont nées de l'enjeu de vie et de mort, qui sont nées de, etc., etc. Donc ça, c'est le phénomène, c'est la boucle rétroactive de l'État dans le temps qui cherche par ses institutions, par ses commémorations, la commémoration des morts, de ceux qui se sont sacrifiés pour la guerre, par les monuments, par la pratique religieuse, par la célébration, de remémorer en permanence au groupe le sacrifice, les dispositions de coopération, d'organisation, de mobilisation qui sont nées du fait de la guerre ou du fait de l'enjeu vital. S'il existe des États, c'est en tout cas le point de vue que je défends, et que je suis pas le seul à défendre évidemment, s'il existe un État, c'est parce que dans l'histoire, l'histoire, c'est l'histoire en fait des hommes qui ont été capables de créer des mobilisations efficaces dans l'histoire face à des hommes qui ont été capables de créer des mobilisations moins efficaces dans l'histoire. En gros, si je devais faire ça sous forme d'une petite formule mathématique, je dirais la coopération, c'est le résultat, c'est qualité des individus multiplié par quantité d'individus multiplié par coopération. C'est votre capacité, en fait, c'est la qualité des individus, le nombre des individus et leur capacité d'organisation efficace qui crée la puissance dans l'histoire. Et la puissance dans l'histoire, c'est la survie. C'est la survie par rapport à tes voisins qui veulent convoiter vos ressources, vos terres, etc. C'est la survie tout court. L'histoire humaine, c'est l'histoire de groupes humains qui ont cherché, lorsqu'ils se sentaient menacés, pour une raison ou pour une autre, qui ont cherché à s'organiser de façon plus efficace et à mobiliser plus d'intelligence, plus de moyens, plus de ressources pour faire face à cet enjeu. L'État naît de cela. Il naît de la nécessité de mobilisation, de synchronisation efficace par la culture, par la commémoration, par la narration, par la désignation de l'ennemi, etc., d'un conflit ou de la potentialité d'une menace. Quand vous voyez des films avec des bonhommes qui passent avec leurs épées devant les troupes pour leur dire, pour les mobiliser, vous savez, vous avez ça dans tous les films. Hein. Faut pas toujours regarder les films avec au premier degré, mais des fois c'est vraiment intéressant de voir ça. Chez les gentils, souvent vous regarderez l'État, le souverain se bat au milieu de ses hommes. Chez les méchants, il est toujours en dehors. Il se tient toujours à distance, sur un plateau, en dehors, et puis souvent il est lâche parce qu'il se tire avant la fin de la bataille quand ça se passe mal. Bon. Mais chez les gentils, il est au milieu de ses hommes. C'est là quelque chose qui doit nous indiquer quelque chose sur l'attente que les hommes ont de l'État, précisément. Mais passons. Autre chose, lorsque le combat va commencer, vous avez toujours ces scènes de harangue, hein, de harangue des troupes. Vous allez vous battre pour ça, vous avez été courageux, souvenez-vous qui vous étiez, regardez comme ils sont cons et comme ils sont lâches et comme ils veulent tuer vos femmes et vos enfants en face, etc., etc. Ce discours, c'est quoi? C'est globalement le rappel, qui est bien réel, que les États sont aussi à la manœuvre pour raconter l'ennemi, pour le désigner et pour le raconter, pour dire ce qu'il est, en quoi il te menace, et simultanément pour te donner, pour te mobiliser, te pousser à agir contre cet ennemi. C'est quand vous regardez, tout cela débouche évidemment inévitablement sur des techniques de propagande, ça devait inévitablement déboucher sur des techniques de propagande. Quand vous regardez les histoires des enfants aux mains coupées, qui étaient colportés par tous les journaux français au début de la Première Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu des crimes de guerre, il y a toujours des crimes de guerre, c'est pas une surprise, mais la systématisation du processus visant à expliquer que les soldats allemands coupaient les mains des enfants en avançant relevait typiquement de ce type de propagande de guerre. Il fallait trouver d'excellentes raisons pour que le paysan breton aille crever dans la boue des Ardennes à l'autre bout de son pays. Vraiment. Et donc les États ont ce rôle historique aussi qui est non seulement de désigner l'ennemi, comme le dit Carl Schmitt, l'acte politique par destination, mais de le raconter aussi, d'en forger une image. Ce faisant, en représentant l'ennemi ou en le désignant, en le représentant, ils vont aussi ils jouent un rôle de synchronisation sociale. Alors c'est une synchronisation par les corps, on va le voir juste après, mais c'est aussi une synchronisation par les esprits. Il faut aligner en quelque sorte les représentations et amener les individus
qui sont précisément, qui ne sont encore que des individus, puisque dans les phases de détente, l'individualisme, on va dire, reprend le dessus, hein. Et il va falloir réussir à faire de ces individualités des gens capables de se sacrifier pour le groupe. Hein, le conflit, la guerre, et l'État, historiquement, l'État naît de la guerre. Le conflit, la guerre, c'est aussi le forçage coopératif, c'est-à-dire le rôle de l'État est de faire disparaître, en quelque sorte, les intérêts individuels ou familiaux pour mobiliser de façon très efficace des individus et les pousser à donner leur vie pour la collectivité, pour des familles qui ne sont pas les leurs, etc., au-delà de leur propre famille. Et là où je veux en venir, c'est que, évidemment, cet enjeu de mobilisation, de synchronisation, et je dirais de post-synchronisation, celui qui intervient après le conflit, pour dire, souvenez-vous de ce qu'on a sauvé, souvenez-vous de ceux qui sont morts, souvenez-vous du sacrifice, souvenez-vous de ce qu'on a défendu, rappelez-vous comme on était tous ensemble, etc., essayons de faire perdurer ces capacités de coopération dans le temps pour continuer à être puissant, fort et qu'on plus jamais ça ne se passe. Et donc, on a un modèle pour ça dans l'histoire européenne, et c'est pour ça que les Européens ont peut-être été souvent particulièrement ingénieux. On attribue souvent la puissance de la civilisation européenne à sa technique, mais il y a quelque chose qui est fondamental dans l'histoire européenne et qui a beaucoup contribué en fait à la puissance et à l'efficacité des nations européennes et des peuples européens. C'est quelque chose qui naît avec les phalanges d'hoplites. Lorsque vous avez des hommes qui portent un bouclier, qui protègent leur flanc gauche, qui protègent le flanc droit de la personne qui se trouve à côté d'eux, qui marchent en ligne, synchronisés par un tambour, avec un casque hoplite qui leur donne une vision tunnel, typiquement la vision que vous avez dans un combat de rue, lorsque vous êtes menacé, vous avez une vision tunnel, c'est-à-dire que vous avez une sorte d'effet de focalisation, spécialisation qui se passe de votre attention. Et donc, ces phalanges d'hoplites, pour éviter qu'un homme quitte le champ de bataille et fasse le choix de sauver sa propre vie et éventuellement la vie de sa famille derrière, s'il pensait que sa famille pouvait être menacée, et engage sa vie au profit de la cité, c'est-à-dire au profit d'une entité qui dépasse en quelque sorte sa famille et lui-même, pour le pousser en fait à risquer sa vie, il fallait d'abord le dépersonnaliser, il fallait lui enlever sa personnalité, son individualité. C'est à cela que servait aussi l'homogénéisation des tenues. Aujourd'hui, on rase la tête des militaires, on les fait marcher au pas et on les met en uniforme, précisément pour atténuer l'individualité. Et atténuer l'individualité, c'est renforcer l'individualité collective, c'est-à-dire renforcer le groupe. L'État est là pour ça. L'État opère le forçage coopératif, c'est-à-dire organise la transformation d'une multitude d'individus qui coopèrent en temps normal par des individus qui se fondent, qui fusionnent en quelque sorte sous l'effet du stress vital dans des collectifs qui sont un peu ce que les ruches font lorsqu'elles sont attaquées par des frelons, qui font un peu ce qu'on retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les espèces sociales, qui vont former donc une individualité collective puissante, capable de se porter en quelque sorte au conflit et de se porter face à la menace. Et je termine avec mes histoires de phalanges, et j'aurais terminé mon introduction sur cette question de l'État. Non seulement on les fait marcher au pas, on les synchronise, on limite leur champ de vision, et on met des lignes les unes derrière les autres, il est donc plus possible de fuir le champ de bataille, mais en plus, on mettait sur la même ligne le père, le frère, l'oncle, ce qui fait que si vous quittiez le champ de bataille, non seulement vous trahissiez votre cité, mais vous exposiez votre sang à la guerre. Vous comprenez que cette science du forçage coopératif, qui vise en fait consciemment à organiser la transformation du corps social pour le mobiliser face à la menace, a eu aussi un effet sur la nature de ce que sont devenus les Européens en tant que civilisation, en tant que culture et même en tant qu'individu, parce que toutes nos dispositions d'organisation procèdent de ça. Et donc, notre rapport à l'État, c'est celui-ci. L'État est le moyen par lequel nous affrontons l'histoire, nous affrontons le conflit, nous affrontons l'enjeu de vie et de mort. Cet État pose des problèmes. Il pose régulièrement des problèmes, en particulier pendant les phases de détente, typiquement. Et
il est tenté, ou en tout cas les personnels qui servent, les dynasties qui s'installent, qui logent, nidifient dans les institutions de l'État, sont fréquemment tentés de détourner les moyens de l'État à leur propre profit, d'oublier la mission fondamentale de l'État, qui est une mission de dévolution, hein, pas évolution, mais de dévolution, être dévolu à, donc de dévolution au peuple, c'est-à-dire au peuple dont il est l'émanation politique, dont il est l'institution, et donc régulièrement, effectivement, s'organisent, se mettent en place des processus de renouvellement des élites qui produisent effectivement des tentatives de délégitimation de l'État, de désorganisation de l'État, et aussi des nouvelles formes de guerre qui sont apparues tardivement, ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération, qui sont des guerres dites asymétriques, qui ne visent plus à obtenir gain de cause sur un champ de bataille, sur des lignes de front, avec une mobilisation de moyens industriels, etc., ou par la vitesse et la tactique, mais qui visent à s'attaquer en profondeur aux liens que les individus d'une société donnée ont avec leur propre État. Et donc, évidemment, j'interprète typiquement le thatcherisme et le libéralisme comme une volonté historique de ce que j'appelle l'État profond, c'est-à-dire un État qui s'est constitué dans l'histoire, mais ça va faire beaucoup de choses, on en reparlera après, de l'État profond pour affaiblir les États-cultures nationaux européens et imposer des institutions surplombantes contre ces États, des administrations, des bureaucraties surplombantes, celles qu'avait bien vu typiquement James Burnout dans son livre La révolution managériale, hein, dès 1941, où il disait en gros, vous focalisez, c'était un trotskiste d'origine, hein, qui a été un des fondateurs, un des maîtres à penser des néoconservateurs, James Burnout, et qui expliquait, voyez-vous, le communisme et la lutte des classes contre le capitalisme, etc. En fait, aujourd'hui, il y a un État multinational avec une bureaucratie managériale soviétique, il y a un État transnational avec une bureaucratie managériale nazie, et nous sommes en train de construire un État occidental, américain, avec une bureaucratie managériale chez nous. Et aujourd'hui, la lutte des classes, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, ce sont des empires managériaux transnationaux qui se battent les uns contre les autres, avec évidemment des différences de projets, d'idéologie, etc. Et donc, en tout cas, je reprends pas à mon compte toutes les thèses de James Burnout, mais qui ont beaucoup influencé Orwell. Faut le savoir, hein, il y a eu une grosse influence de Burnham sur Orwell, qui ont produit 1984. Et donc, j'interprète en tout cas la phase déconstructiviste, libérale, thatchérienne de cette époque-là, comme clairement relevant, puisqu'on sait que c'est Reagan et Thatcher qui ont créé qui ont créé un certain nombre d'institutions qui simultanément étaient des institutions transnationales. Je prétends que cette phase était une phase non pas de déconstruction de l'État dans l'absolu, mais une déconstruction de l'État, des États nationaux, qui étaient des États adossés à des peuples cultures spécifiques, et qu'il s'agissait donc de dévitaliser les États culturels, les États peuples, les États adossés à des peuples, les États nationaux européens, typiquement, pour imposer ou faciliter la mise en place d'une bureaucratie managériale, d'un État profond, qui était le résultat d'un autre processus historique qui est né donc aux États-Unis, typiquement à la fin de pendant la Deuxième Guerre mondiale et au début de la guerre froide, avec l'autonomisation des institutions de l'État fédéral américain qui sont devenues mondiales par définition, parce que, etc., mais on en reparlera après. Enfin, voilà, on va y revenir. Je raconte évidemment une histoire qui est sensiblement différente de celle que vous avez introduite. Alors, parce que j'ai beaucoup de questions, parce que je considère que ça vaut la peine de s'attarder un peu sur les définitions, parce que ça va apporter beaucoup d'éclairage par la suite. Alors, la première question que j'ai, c'est que quand je vous entends parler de désignation de l'ami et de l'ennemi, dans une perspective schmittienne, je ressens, peut-être que je me trompe, mais une dimension quasiment biologique comme fondement de cette désignation de l'ami et de l'ennemi.
Et de ce point de vue, peut-on dire que l'État qui naît de la désignation de l'ami et de l'ennemi n'est qu'une sublimation de réalités biologiques et d'impératifs biologiques propres à l'homme, et que les méta-récits, tout ce qui vient décorer tout cela pour justifier la guerre, pour justifier le fait de tuer et d'accepter de mourir, ne sont que des formes humaines que les abeilles n'ont pas, mais la finalité est toujours la même, c'est de consolider le collectif pour affronter une menace. Alors, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dans la définition que vous avez donnée à l'État, les deux sont liés. Les deux sont liés. Qu'est-ce qu'il faut spécifiquement? Le biologique, c'est que la désignation de l'ami et de l'ennemi n'a pas un fondement culturel, mais elle a un fondement biologique de survie. Et que la survie, c'est fondamentalement la survie du corps. Donc c'est une survie qui est biologique. De l'individu, et enfin pas de l'individu, mais de la personne, parce que moi j'aime pas le mot individu, c'est corrélé à la modernité, de la personne à travers le collectif. Oui, enfin, comme disait l'autre, je vois bien le cheval, je ne vois pas la chevalité. Vous pouvez postuler qu'il peut exister des civilisations, des cultures, sans les hommes qui existent pour les porter, mais toute personne normale, et je pense que vous en faites partie, toute personne sensée n'imagine pas des idées abstraites évoluant sans les hommes pour les véhiculer, ni pour les. Non, je ne parle pas de ça. Ce que je veux dire, alors d'où la deuxième question qui est corrélée à la première, c'est qu'on ne peut pas penser un collectif d'individus ou un ensemble d'individus sans qu'il y ait de structuration étatique. Et que de ce fait, c'est pas une invention historique. C'est-à-dire que l'État n'est pas contingent, ce que je veux dire. C'est pas il est apparu à une phase de l'histoire parce qu'il y a eu un changement dans l'environnement, mais il a toujours été là où il y a toujours eu des collectifs humains. Peut-être dans une forme proto-étatique, à travers la tribu, à travers le clan, qui s'est développé, mais cette idée de collaboration forcée ou contrainte, qui est, selon moi et selon ce que vous dites, une constante historique du point de vue de l'humain, puise ses fondements dans la réalité biologique, qu'elle n'est pas contingente, que je veux dire. Parce que si l'État est contingent, il a un début, il a une fin. Si c'est une constante, il est condamné à un éternel renouvellement. C'est là où je pense. C'est ce que je pense. Je pense même qu'il est condamné en permanence à être espéré, à être atteint, à être. C'est parfois l'éléphant fantôme au milieu de la pièce au milieu de la pièce. Il est parfois désiré, espéré, sous des formes très religieuses, sous des formes très paradoxales. Même quand il n'est pas là. Et surtout quand il n'est pas là, d'ailleurs. L'espoir en politique se transpose à travers l'État. Les thématiques de l'État caché, typiquement du souverain caché, celui qui, après être passé par l'extérieur, c'est-à-dire fora, forest, fuera, hein, en racine latine, c'est donc l'extériorité, celui qui passe par la forêt, hein, donc par là où, en quelque sorte, l'ordre en place dans la cité ne s'applique pas, et qui va revenir, qui se cache, en quelque sorte, laissant la place aux imposteurs, et qui, à un moment donné, porte l'espoir, au milieu du petit peuple, d'un renouvellement, d'un changement, d'un retour, en quelque sorte, de l'État. C'est quelque chose qu'on trouve dans l'inconscient de beaucoup de populations indo-européennes, typiquement chez les Perses, avec cette théorie de l'imam caché, donc du Mahdi, qui est donc du 12e imam, que vous retrouvez chez les catholiques avec cette idée du sédévacantisme, du fait que le pape n'est pas le pape, et que celui qui occupe le trône du pape est un imposteur, et que donc le vrai pape est caché, il est ailleurs. Vous trouvez ça dans les mythes politiques comme celui de Venceslas en Pologne. Vous trouvez au Portugal aussi. Avec le roi Sébastien, tout à fait. Voilà. Vous le retrouvez aussi en Allemagne avec l'empereur caché dans le Kyffhauser, l'empereur caché dans la montagne, etc. Donc il y a toujours cette idée que chez les peuples, pour les peuples, lorsque l'État ne remplit pas ses fonctions, en tout cas les fonctions qu'il en attend, après un anarchiste vous dira que les fonctions de l'État ne sont pas celles que le peuple attend de lui, mais lorsque le peuple ne voit pas que l'État lui est dévolu, c'est-à-dire prend en charge la politique de sa bonne continuité culturelle, biologique, économique, etc. En bref, qui ne le défend pas, pour dire les choses plus simplement, alors naît l'idée que cet État n'est pas l'État. Qu'il est du moins quelque chose qui relève de l'imposture et qui s'est substitué à un moment donné à l'État véritable, qui lui se tient caché, la figure du souverain caché, qui lui se tient caché et donc en attente
de revenir, en quelque sorte, et de résorber l'interrègne des imposteurs. Je pense que vous réfléchirez 2 minutes, vous verrez de nombreuses transpositions de ces mythes au-delà, je dirais, du monde indo-européen, y compris dans l'espace berbère. Et cette idée qu'il faut travestir, en quelque sorte, qu'il faut échapper, en quelque sorte, changer son identité, fuir dans un espace pour revenir, et que donc l'attente se fait à ce moment-là. Pas besoin de vous donner des exemples. Cette idée-là est très puissante dans notre histoire, et elle est puissante précisément parce qu'elle nous montre surtout que même lorsque l'État devient, ou l'État officiel, disons les choses comme ça, en tout cas celui qui se tient dans l'État, ne remplit plus les fonctions de l'État et donc détruit son propre le peuple, alors naît quelque chose qui relève du mythe, qui globalement laisse aussi transparaître, entrevoir une attente profonde et l'idée de la façon dont l'espoir peut être porté en politique. Un autre point, c'est que dans l'histoire de l'État, il existe quelque chose qui touche aussi au religieux, à l'incarnation et au besoin d'incarnation collective. Et évidemment, cette incarnation, ce besoin d'incarnation, d'une incarnation de soi, d'un soi collectif qui soit digne, est fondamental. C'est par exemple typiquement ce qu'un Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que lui, mais un Emmanuel Macron n'a jamais visiblement compris, ou a compris peut-être trop tardivement, lorsqu'il s'est exposé avec des types, avec des Africains en train de faire des doigts d'honneur, ou avec des drag queens sur le perron de l'Élysée. Il a complètement, ce jour-là, envoyé un signal au vieux fond français, à la vieille culture française, qui a vu là, typiquement, la manifestation du caractère, de l'imposture fondamentale de cet homme et des fonctions, dans les fonctions qu'il occupe. Et donc, ce rôle d'incarnation est fondamental. Et il y a aussi, et là on touche à quelque chose de religieux presque, il y a aussi le fait que le peuple sait qu'il ne peut pas toujours lire l'État correctement. Il y a quelque chose qui, parce que l'État se tient en dehors du champ de bataille et qu'il n'est pas le peuple, la pensée du souverain, entre guillemets, c'est-à-dire la pensée de l'État, de celui qui va décider, ne se lie pas toujours pour le commun des mortels. Mais c'est un peu comme dans un vieux couple, quand vous vous faites confiance, vous n'avez pas besoin de savoir ce que fait l'autre matin, midi et soir. Bon, ou alors c'est que ça se passe pas bien. Bon, mais lorsque la confiance est établie, les preuves de dévolution, encore une fois, je ne parle pas évolution, mais de dévolution, être dévolu à, les preuves de dévolution, en quelque sorte, n'ont pas besoin d'être permanentes et rappelées. Et donc, le peuple tolère une certaine forme de mystère dans l'État. Une forme de mystère, c'est-à-dire une non-lisibilité de ses actions, de ses principes, etc. De ce vieux contrat de confiance entre le peuple et l'État naît aussi une latitude, un mystère, des mythes profonds qui touchent à nos inconscients collectifs. Je vous renvoie à Carl Jung, là, Carl Gustav Jung, et que le peuple a besoin, et que toute cette architecture de fonctionnement-là est le résultat d'un processus historique très ancien. Et lorsque s'installe la méfiance, puis la défiance, alors rien ne va plus. Et là commence à s'enclencher, à s'engager en quelque sorte un processus de renouvellement des élites fondamentales qui débouche inévitablement sur toutes les tragédies sociales et politiques que l'on connaît, c'est-à-dire des révolutions, de la violence, de la désignation de boucs émissaires et d'ennemis en intérieur ou à l'extérieur, d'ailleurs parfois les deux en même temps, etc. Et tous ces processus historiques ont effectivement une finalité, ou en tout cas une impulsion première, c'est le besoin de survie. C'est-à-dire c'est l'impératif de survie dont vous parliez tout à l'heure, vous parliez de quelque chose de biologique, oui, mais pas que. Puisqu'en fait, pour les peuples de culture, c'est-à-dire les peuples qui vivent dans des sphères de culture, la question de la survie n'est pas simplement une question de survivre, c'est pas simplement survivre soi-même en tant qu'être, en tant que complexion génétique, c'est faire survivre ses enfants, mais c'est aussi fondamentalement faire survivre son récit. Parce que mourir, c'est pas simplement mourir collectivement. Vous pouvez mourir pour le collectif. Mourir pour le collectif,
c'est continuer à vivre d'une certaine façon. Si le collectif continue à célébrer votre mémoire, à rendre, à commémorer le souvenir de votre sacrifice, de votre acte, etc., vous survivez d'une certaine façon. Et on sait que les hommes sont prêts à donner leur vie pour ça. Oui. Mais lorsque l'État ne le fait plus, et lorsque vient le moment précisément où l'État ne permet plus le sacrifice au profit du groupe, alors s'installe quelque chose qui relève de l'impossibilité du sacrifice, donc d'une fragilité fondamentale dans la société que le cœur du peuple perçoit. Si personne ne peut plus se sacrifier pour le collectif, alors il n'existe plus que des destins individuels et des desseins individuels. Alors il n'existe plus de capacité de mobilisation face à la menace ou à une potentielle menace. Et alors s'installe la peur de la mort, et encore une fois, d'une mort qui n'est pas une mort sacrée, qui n'est pas une mort signifiante, qui n'est pas une mort culture, qui n'est pas une mort portée dans un collectif qui transcende cette mort par la mémoire, mais de la possibilité d'être raconté de l'annihilation, c'est-à-dire du fait d'anticiper que vous ne serez plus raconté que par vos adversaires. Et que votre voix, les raisons pour lesquelles vous viviez et celles pour lesquelles vous êtes mort, seront racontées par vos adversaires, par ceux qui vous menacent. Et ça, pour le coup, je crois qu'un individu, un collectif ou des hommes peuvent accepter de mourir pour quelque chose à partir du moment où ils se donnent en quelque sorte accès à une vie éternelle dans le groupe et dans la culture et dans la mémoire du groupe. Autant la perspective de l'annihilation, c'est-à-dire de la disparition, non seulement de votre être biologique, auquel on peut parfaitement se résoudre, mais surtout de votre mémoire et de votre raison d'être, lorsque vous êtes raconté par les autres, raconté par votre ennemi, par celui qui vous détruit, alors cette destruction est totale. Et ça, je crois que si la première option de destruction biologique dont vous parlez, de mort biologique, peut être parfaitement gérée par un collectif de culture, la deuxième option, par contre, relève de l'anéantissement. Et celle-là n'est jamais une option. Elle suscite une peur, un effroi. Lorsque naît cet effroi dans une population, alors s'engagent des mécanismes de coopération sous stress vital extrêmement profonds, puissants et extrêmement destructeurs aussi, mais vitaux. D'accord. Alors là, j'ai 2 ou 3 questions par rapport à ce que vous venez de dire. La première, vous avez parlé de l'État comme étant quelque chose qui répond, en tout cas partiellement, à un besoin d'incarnation. Mais n'est-ce pas également le début d'une forme de désincarnation du pouvoir, notamment pour l'État moderne? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'État, avec un E majuscule, on parle de raison d'État, c'est-à-dire que même le président de la République n'y est pour rien, c'est l'État et ça dépasse même le président de la République, et ça permet une forme de déresponsabilisation des élites, qui ne sont plus totalement responsables, puisqu'il y a quelque chose qui les dépasse, qui le veut. Un peu comme le discours néolibéral, c'est les marchés qui le veulent. Les marchés sont paniquent, les marchés sont effrayés, les marchés exigent. Donc on désincarne au fait tous les hommes d'affaires qui ont des milliards, etc., cachés derrière le marché. Et toujours dans le même sens de cette question-là, vous avez parlé de la circulation des élites, ou en tout cas du renouvellement des élites dans les périodes de défiance ou de méfiance entre le peuple et l'élite. Et de ce point de vue, d'après Pareto, on nous a présenté la démocratie comme étant un moyen non conflictuel de circulation des élites. Mais n'est-ce pas là un leurre en réalité, une fausse circulation des élites, le schéma démocratique? Je sais, c'est trop de questions en même temps, mais voilà. Oui. En plus, ce sont des questions fondamentalement différentes. D'accord. Alors, premièrement, rapidement, la désincarnation. L'État est-il également une désincarnation du pouvoir? Alors, l'État est, par définition, profond. Puisque, comme on l'a vu, Nietzsche, je ne suis pas le peuple, etc., il est aussi, dans la définition de Machiavel, celui qui, en quelque sorte, doit survivre non seulement aux incarnations du pouvoir, mais même aux formes de gouvernement, selon la définition qu'en donne Nicolas Machiavel. Et donc, il y a effectivement, l'État se tient, staré, étymologiquement, staré. L'État se tient, non seulement dans l'espace, mais dans le temps, et doit être capable, en quelque sorte, d'être profond par définition, c'est-à-dire de survivre aux aléas, aux guerres perdues, mais aussi aux conflits, aux émotions collectives, bref, à ce qui se déroule à l'intérieur de sa propre société.
Ce faisant, donc, il se désincarne. Il n'est plus lié à une hérédité, à une famille. Il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus il y a longtemps, c'est Kantorowicz, qui a Le double produit corps du roi. Voilà, qui a produit un travail, à mon avis, fondamental sur cette question-là. Et donc, bon, je synthétise tout ça, hein, bien évidemment, je reformule tout ça. Progressivement, effectivement, l'État s'est dépersonnalisé d'abord. Ça n'a pas été évidemment sans conséquences, typiquement sur les représentations en Europe. On est typiquement dans un monde catholique, ce qui fait en tout cas dans la religion catholique, la particularité du catholicisme, c'est l'incarnation précisément. Et donc la désincarnation de l'État, c'est un processus qui est par bien des aspects problématique. D'où le fait que dans les pays catholiques, on a tendance à, je dirais, c'est peut-être une particularité, mais en tout cas, on a tendance à toujours chercher à repersonnaliser les enjeux de pouvoir, etc. Peut-être une explication un peu superficielle. Quoi qu'il en soit, oui, effectivement, c'est une tendance. Cette tendance, elle est liée donc je dirais, à l'impératif, d'abord à la puissance des sociétés que nous avons construites, des sociétés complexes comptant des millions de personnes, voire des dizaines, puis des centaines de millions de personnes. Puisque l'Empire britannique, au sommet de son histoire, c'était 300 millions de personnes. Et donc, nous avons construit des sociétés complexes, d'une grande complexité, et nous avons progressivement produit autour de l'État des institutions endossant les fonctions de l'État qui ont effectivement poussé de plus en plus loin ce processus de désincarnation historique. Ça a été renforcé aussi par la transformation des États-culture en États-civilisation. Typiquement, avec les Lumières, vient cette idée que, puisqu'en fait, fondamentalement, les Lumières, c'est globalement le processus par lequel on cherche à privilégier les coopérations les coopérations étendues et l'accès au monde, à la connaissance et au réel par la science et par la raison. Hein, donc les deux principes des Lumières, c'est sapere aude, use de ton entendement, et simultanément, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est un mot d'un certain Terence, qui était un comique d'origine berbère, un comique romain d'origine berbère. Alors ça nous dit peut-être, le fait que ça soit un comique romain nous dit peut-être tout ce qu'il faut penser sur cette affirmation, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Quoi qu'il en soit, les deux principes sur lesquels se construit l'idéologie de Lumière, c'est d'un côté effectivement son mono-humanisme et de l'autre côté sur cette idée que l'accès au monde, l'accès à la réalité se fait par l'entendement, c'est-à-dire par la construction de la raison, selon un processus d'accès à la connaissance qui relève de la science, pour synthétiser. Et donc, au fur et à mesure du déplacement, du dévoilement, enfin de l'extension, en quelque sorte, du paradigme des Lumières dans les sociétés européennes, les États vont devenir de plus en plus des lieux dans lesquels on pense selon le paradigme des Lumières et où on tolère, au niveau de la population, des formes de coopération et d'accès au réel qui relèvent de la culture. C'est très progressivement, c'est ce qui va s'instituer entre des élites des élites européennes du XVIIIe siècle qui parlent tout français dans tous les pays d'Europe, jusqu'en Russie, on parle français dans les cours, etc., qui globalement se convertissent, je dirais, au paradigme lumineux, donc celui d'un accès au réel par l'entendement, d'un mono-humanisme méthodologique, et etc., etc., mais qui tolère, veut, d'une certaine façon, des masses, des peuples, qui sont reliés les uns aux autres eux-mêmes et qui fonctionnent grâce à leur culture, leur foi et toutes les modes de coopération que permet la proximité, la réputation,
et la coopération quelque part dans les processus économiques, religieux, etc., etc. Et donc, progressivement, on va avoir une césure qui va s'installer là, et ce qui va changer à partir de la Révolution française, c'est la volonté de faire descendre dans le corps social, en profondeur, les principes d'organisation, les principes méthodologiques des Lumières dans les populations à la place des cultures, à la place de leur foi, à la place de leur culture, etc. La Révolution française, c'est typiquement ça. Il était interdit par les Bretons et de cracher par terre dans les écoles de la République en Bretagne. On a privé les Alsaciens de leur langue. On faisait la chasse. Enfin, vous connaissez les persécutions sur le clergé qui ont eu, etc., etc. Donc, tout ce processus-là va naître, de ce processus-là va naître en fait progressivement, là aussi, une forme, je dirais, une tendance à la désincarnation du pouvoir. L'ingénierie d'État, la complexification, c'est-à-dire la masse des rôles que s'attribue l'État, et globalement, progressivement, le fait que l'État va détruire les cultures, va chercher à détruire les cultures pour réorganiser la société selon la loi, la monnaie et la technique, selon ce que permet la loi, la monnaie et la technique, le droit, pour régler à la place de la coutume, l'argent et la monnaie à la place du troc. Pourquoi est-ce que l'argent s'impose aussi dans certains endroits? Il s'impose parce que l'argent permet à des individus qui n'ont ni la même culture, ni la possibilité de coordonner leur production, la production de leurs propres besoins, de la coordonner, de la prévoir, de pouvoir avoir toujours quelque chose quand même à échanger. Et la monnaie, donc, ce qu'on appelle les outils des coopérations étendues, que sont la monnaie, le droit et la technique, vont progressivement être imposés par les États aux populations et vont remplacer progressivement les modes d'organisation, de coopération des populations par des moyens étatiques. Ce que disait Karl Polanyi dans La Grande Transformation en 1944, c'était que l'histoire de la modernité, c'était l'histoire du passage de fonctions qui étaient prises en charge par la communauté de culture et par la nature à l'État, puis au marché. Et donc ce processus de désincarnation, il résulte aussi de ça, c'est-à-dire de la transformation des États en, je dirais, en technocratie managériale, prenant en charge toutes les fonctions qu'ils détruisent dans les sociétés de culture. Lorsque vous avez, je vous donne un exemple concret, parce qu'on est beaucoup dans les concepts et l'histoire, lorsque vous avez la Poste qui vous fait une publicité pour un service qui s'appelle Petit-Fils, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, qui consiste à vous faire payer 15 balles pour que le postier prenne un café avec votre grand-mère, ça existait et c'était normal il y a 50 ans dans tous les villages de France. C'était pas toujours le café. C'était parfois un petit coup de blanc ou autre chose, mais c'était quelque chose de normal que je trouve dans tous les vieux films français que moi je connais, que j'ai vus, etc., etc. On a d'abord déconstruit le service postal, on en a fait un service d'État, puis après on l'a privatisé en partie, on l'a réorganisé, on l'a optimisé, on l'a transformé en, je dirais, en service technique froid, ne remplissant plus aucune fonction sociale, et donc on transfère les fonctions sociales, la prise en charge des besoins d'affection, de besoins de reconnaissance, des besoins je dirais, d'existence sociale, d'existence culturelle sur le marché. Et donc, c'est le marché qui récupère, en quelque sorte, après l'État et via l'État, tous les moyens, toutes les fonctions qui étaient initialement assumées par la collectivité de culture, la proximité, la solidarité et la nature. Et donc, la bureaucratisation et la transformation des États en léviathan, en bureaucratie totalitaire, premier pas vers l'État total, en quelque sorte, et le résultat aussi de l'application des principes des Lumières, je synthétise beaucoup, je suis obligé de vous faire l'histoire des idées là pour les nuls un peu, de l'application de ces principes dans notre société, de la volonté de détruire les coopérations par la culture et la réputation. Hein, pourquoi est-ce que les gens se comportent bien dans une société normale? Parce que si tu fais une connerie, tu portes un tort à ta famille, à ton nom, à tes enfants, à ta grand-mère.
qui va se prendre une réflexion en allant faire ses courses, ou à ton père qui va se faire mépriser sur son lieu de travail, etc., etc. Et donc, dans une société de culture, la proximité qui permet donc l'application du principe de réciprocité, plus la réputation, je ne fais pas n'importe quoi parce que le contrôle social par le potin méchant, hein, parce que sinon on va se foutre de ma gueule, et on va me faire passer pour un con, et ma réputation ça compte, c'est que chez les Gaulois, je vous donne cet exemple-là, la punition la plus horrible, la plus définitive, c'était le bannissement. Voilà. Donc nous sommes des sociétés comme ça où la réputation, et nous ne sommes pas les seuls, hein, c'est pas une spécialité gauloise, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes des sociétés dans lesquelles toutes les sociétés de culture fonctionnent comme ça. Et donc, plus l'État détruisait et a détruit la culture, la coopération par la culture a délégitimé l'éducation verticale, la coopération par la culture, le rôle du père de famille, etc., etc. Méthodiquement, plus il a déconstruit ça, et plus en même temps il se renforce, prend en charge et fait prendre en charge par le marché des fonctions qu'il détruit à l'intérieur de la société, de la communauté. Et voilà pourquoi il se transforme aussi en Moloch totalitaire, parce qu'il est obligé en permanence de créer des institutions supplémentaires pour prendre en charge des fonctions qu'il détruit simultanément dans la société. Quand vous avez des débats sur la délinquance juvénile en France aujourd'hui, et que vous avez au bout de 40 ans des gauchistes qui viennent vous expliquer que oui, quand même, il faudrait quand même que les familles soient un peu responsabilisées, ou même des droitards, quand même, le père de famille, machin, etc. Mais nom de Dieu, ça fait 40 ans que vous leur expliquez que quand le père dit quelque chose, le gamin peut aller porter plainte contre lui. Que quand il prend une torgnole, il y a le droit de l'enfant, il y a une juge qui est susceptible de débouler chez vous pour vous retirer la garde de vos enfants. Donc comment est-ce que vous voulez donner l'autorité à un père de famille d'assurer correctement ses fonctions si, simultanément, vous détruisez absolument toutes ces possibilités et vous vous immiscez dans chaque moment de l'intimité de la vie des populations, des peuples, des villages, pour tuer leur possibilité d'organisation et de régler leur possibilité de régler leurs problèmes par les méthodes qu'ont toujours utilisées les hommes en société. Voilà pourquoi aussi nous avons affaire à un phénomène de désincarnation de l'État, de bureaucratisation, de molochisation de l'État depuis quelques décennies. Mmh. Donc globalement, on est passé de la communauté organique fondée sur des solidarités, sur des êtres collectifs avec la réputation, le nom de famille, le fait d'honorer les ancêtres également, de ne pas trahir la mémoire des ancêtres. Fils de. Oui, fils d'eux. Et d'ailleurs, à terme, moi j'imagine bien qu'un jour ils décideront de supprimer le nom de famille parce que c'est l'un des derniers résidus qui relie des individus entre eux, qui voilà. Il y a encore aujourd'hui des gens qui changent de nom de famille si jamais il y a quelqu'un qui porte le même nom de famille qui a commis une atrocité ou autre chose. Bon, ça va disparaître à terme, j'imagine. Donc on est passé vers une société contractuelle avec les Lumières. Et donc aujourd'hui, c'est plus des liens transcendants ou des liens de sang ou de réputation, mais c'est des liens contractuels par l'entendement qui passent. Et puis le marché a fait que même la société contractuelle a été liquidée au profit du marché. Mais un marché qui maintient l'État en vie dans sa forme sécuritaire, de droite, si je puis dire, comme un fouet pour maintenir les populations dans l'ordre par la bureaucratie, par les normes, la multiplication. On n'a jamais eu autant de normes et de bureaucratie qu'aujourd'hui. Et donc, dans ce passage de la société, de la communauté organique vers le marché, est-ce que la démocratie représentative, comme étant une émanation du libéralisme, a joué ce rôle-là? Et là, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que la démocratie représentative est un mensonge? C'est-à-dire, est-ce une fausse circulation des élites? Ou plutôt, une même élite qui se maintient, mais dans une logique où elle se passe le flambeau entre différentes fractions? Bon, on sait que les problèmes de la démocratie ont été pointés par de nombreuses personnes depuis la nuit des temps. Donc, déjà Platon. On a reproché à la démocratie d'être incompétente, non pas incompétente, mais incompétente, c'est-à-dire de recruter, de choisir des personnels qui n'ont pas forcément les compétences. Voilà. On a reproché à la démocratie d'être la loi du nombre, c'est-à-dire la loi de la majorité, qui n'est pas forcément la loi de la raison, ni la loi de la compétence. On a reproché à la démocratie d'être le fourrier de tous les lobbies et de tous les intérêts privés, ce qui est un fait. La démocratie est subvertie très largement par des mécanismes typiquement de régulation du marché
de l'argent, du pouvoir que donne la propriété, le capital, etc., etc. Et donc, la prise de ces forces-là sur les moyens de communication, sur les médias, sur leur possibilité d'intervenir dans le processus de choix et de décision. On a dit aussi que la démocratie était, je dirais, devenue une médiacratie, qu'elle était finalement aujourd'hui l'état d'une opinion travaillée par des forces dédiées à la gestion, je dirais, du parc humain et de ses émotions et de ses stress. Bref, il y a énormément de reproches à faire, historiques à faire à la démocratie. Et moi, je ne suis pas churchillien. Je ne considère pas que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Je considère que c'est un système qui est aujourd'hui très largement problématique et très largement obsolète. En tout cas, dans la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Elle l'est principalement pour moi, pour une raison principale, c'est que la démocratie est aujourd'hui quasi irréformable. Les Romains avaient au moins une forme de sagesse à l'égard du processus démocratique, même si la démocratie à Rome, c'était quand même quelque chose d'un peu particulier. Mais les anciens avaient un rapport à la démocratie, ou en tout cas avec le principe républicain, qui leur faisait tolérer ou imaginer qu'il était possible, à certains moments de l'histoire, pour les peuples, qu'ils se dotent d'institutions plus adaptées à ces enjeux. Je crois fondamentalement, pour faire très simple, que la démocratie est une institution de détente. C'est-à-dire c'est une institution qui vise à améliorer la participation, la participation du peuple à son destin. En ce sens, en tant que processus cybernétique de mobilisation des compétences, si elle joue ce rôle-là, c'est-à-dire si elle est capable de faire advenir des compétences, des profits, etc., et d'obtenir et de fabriquer ce processus de renouvellement des élites, alors elle est très certainement un mode de gouvernement intéressant, au moins sur le plan cybernétique, par sa possibilité, par les conditions qu'elle crée, de faire émerger ou de renouveler en permanence, d'apporter du sang neuf, des talents, des qualités au plus haut sommet de l'État. Si la démocratie était cela, alors on pourrait dire qu'elle constitue, je dirais, quasiment une aristocratie. Oui, un outil cybernétique absolument incroyable, une sorte de boucle rétroactive absolument incroyable et typiquement parfaite, en tout cas très intéressante. Pour peu, bien évidemment, qu'on ait conçu que ce dont il est question n'est pas politique. Pourquoi? Parce que la politique ne relève pas de questions de compétences. Je ne dis pas qu'il faut être incompétent pour être un politique, mais la politique ne relève pas de la compétence et ne relève pas non plus de la morale. Un acte, on peut faire prendre une décision moralement parfaitement justifiée et politiquement totalement catastrophique. Et vice-versa. Donc, le renouvellement des élites, c'est un processus intéressant quand on conçoit l'État comme un ingénieur, comme une sorte d'ingénierie, d'une certaine façon. Mais si on conçoit l'État comme une forme d'ingénierie, c'est qu'on a déjà accepté que l'État prenne en charge des fonctions qui, pour un homme comme moi, c'est-à-dire un partisan de l'État exceptionnel, de l'État sous stress vital, d'un État minimaliste, mais assumant un régalien sous l'emprise de la menace, sort de la vie de la collectivité, sort de la culture, sort des régulations quotidiennes, pour se concentrer sur son rôle, ses fonctions régaliennes principales. Et donc, finalement, si on en analyse le rôle de la démocratie qui aurait une fonction potentiellement utile, même si on n'en voit pas trop la trace objectivement dans nos sociétés après plus de 200 ans de démocratie libérale, la démocratie, quand on regarde les députés aujourd'hui, j'ai assez l'occasion d'en croiser, je peux vous dire que le niveau est assez problématique. Bon. Donc, il semblerait finalement que la démocratie n'arrive pas toujours à permettre de faire émerger des individualités intelligentes, des compétences supplémentaires, etc. En tout cas, je conçois parfaitement qu'on puisse avoir quelques doutes sur le sujet. Mais toujours est-il que c'est encore une façon, et toujours une façon, d'imaginer que l'activité politique consiste à apporter des compétences à l'État. Or, de mon point de vue,
la politique ne relève pas du domaine des compétences, mais du domaine de l'expérience, de la connaissance historique et de la compréhension des mécanismes particuliers de l'action politique, qui n'est pas l'action technocratique, qui n'est pas l'action économique, même si par définition un État qui intervient dans le domaine économique doit aussi avoir accès à des compétences économiques, etc., etc. Donc on peut dire donc que je raisonne en vous répondant. On peut dire que les démocraties étaient parfaites pour améliorer la participation du peuple à son propre destin dans une période de détente, c'est-à-dire idéalement pas trop sous stress. On s'aperçoit que ces processus démocratiques redeviennent, je dirais, légèrement totalitaires à partir du moment où les stress surviennent, stress épidémique, stress de guerre, etc., et que donc ils sont d'ailleurs, s'en est aperçu, les moyens par lesquels les bureaucraties d'État cherchent à maintenir leur pouvoir en inventant des stress qui n'existent pas parfois, ou en les produisant pour créer des dynamiques de survie ou des enjeux de mobilisation qui servent en fait à tenir les populations dans des stress permanents et des angoisses. Ce que fait typiquement Emmanuel Macron, qui en est à sa Xème guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. On voit bien le pervers narcissique dans toute sa splendeur, qui cherche à créer un climat de stress et de mobilisation dans la population pour être au centre de la récupération, comme une vasque de d'évier, dans son cas plutôt de bidet, récupère l'eau. On a typiquement là le comportement d'un pervers narcissique au pouvoir et donc d'une tendance assez naturelle qu'ont les bureaucraties d'État en quelque sorte, à inventer ou à fabriquer des stress ou à créer des stress et de la violence pour garder le contrôle et garder le pouvoir. Et donc, si on met tout ça bout à bout, c'est-à-dire le fait que les démocraties ne remplissent pas ou ne satisfont pas un certain nombre de problèmes, de compétences, d'objectifs, si on voit qu'elles ont tendance à se transformer en bureaucratie totalitaire, si l'on voit qu'elles commencent à instrumentaliser les stress sociaux et deviennent même presque dangereuses pour leur propre population, si l'on voit qu'en même temps, elles ne parviennent pas à trouver des processus de sélection qui échappent à l'emprise de pouvoirs privés, d'influences privées, si on voit que simultanément, elles sont détenues, confisquées par des pouvoirs privés qui mobilisent par le biais des médias et conditionnent l'opinion publique, et si en plus, on anticipe, je dirais, l'impuissance qui naît du renouvellement permanent des pouvoirs des hommes et des politiques, et toute l'instabilité qui en résulte, on peut dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce que pensait Churchill, la démocratie est presque devenue le pire des régimes possibles. Mmh. Alors, l'une des raisons pour laquelle j'ai posé la question, c'est que dans beaucoup de sociétés non occidentales, comme le monde arabe, le Maghreb, etc., pour beaucoup de gens, la démocratie représentative à l'occidental est encore l'horizon indépassable, ou en tout cas l'horizon à atteindre. Parce que l'alternative, naturellement, c'est dans beaucoup de cas le despotisme, le népotisme, et donc on peut le comprendre. Mais après, l'idée, c'est de démontrer également que ce n'est pas forcément la bonne voie pour sortir du despotisme et du népotisme, et que peut-être il est temps de penser à d'autres alternatives, à d'autres pistes de réflexion. D'où ma question, peut-être pour conclure également, ce sera une question avec une réponse probablement très longue. Où en étant, j'avais commencé par où en étant, et on va conclure par là, si vous le voulez bien, c'est que d'un côté, on a les élites mondiales et mondialisées qui ont un projet pour ce concept. Donc là, ils sont au stade du marché. Même s'il y a des courants qui tentent de résister. Par exemple, la victoire de Trump, peut-on parler d'une réincarnation du pouvoir ou au contraire d'un leurre pour mieux accompagner la liquidation du pouvoir sous sa forme étatique. Donc, où nous mène l'élite par rapport au concept de l'État? Et le deuxième volet de la question, y a-t-il des pistes de réflexion, des alternatives que l'on commence à penser pour proposer de nouvelles formes d'État, sachant que l'État est une constante, comme on l'a dit dans notre échange? Pas facile de répondre à votre question. J'ai beau considérer que la démocratie libérale ou des sociétés libérales est probablement le pire des régimes aujourd'hui, je pense toujours que des sociétés capables de mobiliser, de prendre la vie et de faire participer le peuple à ses propres institutions, à ses propres destinées, sont les modes d'organisation les plus adaptés. Mais si la grande vertu de la démocratie, c'est de faire participer les gens à leur propre destin ou à leur
à la politique, il faut rappeler que c'est la fonction première des sociétés de culture. Et que donc les fonctions de participation sont parfaitement établies ou parfaitement assumées dans les sociétés de culture. Elles ne reposent simplement pas sur des mandats électifs, sur des campagnes dans lesquelles on fait des promesses qu'on tient plus ou moins bien, sur des pouvoirs que l'on imagine, etc. Mais elles se jouent, je dirais, non pas dans les généralités, les principes et les programmes, mais elles se jouent dans les interactions quotidiennes, les enjeux de réputation, de responsabilité sociale, etc., etc. Vous pouvez faire élire des politiques qui vont faire des lois pour amener les chefs d'entreprise à ne pas polluer ou à vendre des produits qui ne sont pas toxiques. On sait que on a quelques problèmes avec ça, puisqu'on a accepté qu'entrent dans notre chaîne alimentaire des perturbateurs endocriniens par centaines depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Je prends cet exemple, il y en a beaucoup d'autres. Bon, donc ça montre que même avec une société visiblement de démocratie libérale, alors même que l'on est censé fonctionner, s'appairer AOD d'user de notre entendement, et que l'on, en même temps, on donne des leçons de raison, de rationalité à la planète entière, on n'a pas été foutu d'empêcher qu'entrent dans la chaîne alimentaire des êtres humains de centaines de millions de personnes des produits qui sont des composants qui tuent, qui détruisent notre santé, qui nous polluent profondément et même sur plusieurs générations. Si vous faites ça dans un village, c'est-à-dire si la responsabilité sociale, elle naît de quoi? Elle naît de la proximité. Un conseil d'administration administrant donc des entreprises qui gèrent des équipes sur des marchés, etc., n'a pas de responsabilité sociale. Il n'a que la potentialité de retour, de mauvais retours, de bad buzz liés à la qualité de ses produits, donc qui se règlent toujours avec des histoires de communication, de publicité, d'avocats, etc., etc. Mais un chef d'entreprise qui vend de la merde dans son village, ces produits, quand ils sont achetés par son voisin, par ses amis, ou par les parents des enfants qui vont à la même école que sa fille, la régulation des comportements qui découlent de la proximité, de la culture commune, de la proximité et de la coopération durable. Donc en général, il finit au fond d'un puits. Ça peut arriver, partir et repartir et revenir. Ça s'installe quand le temps permet que ça s'installe. Typiquement, lorsque la maison n'est pas simplement un produit comme les autres, mais qu'elle est quelque chose de durable et lorsque vous êtes installé durablement. Bien. Eh bien, cette responsabilité sociale, pour la recréer dans un cadre politique, il va en falloir beaucoup de démocratie, de lois, d'États, d'institutions, d'experts, de machins, etc. Mais la culture fait ça très simplement et de façon très fiable depuis très longtemps. Donc la réponse, en fait, à votre question, c'est pas quel est le modèle indépassable de la démocratie. Est-ce qu'il y a un modèle dépassable de la démocratie? Oui, la démocratie essaye de faire moins bien ce que les hommes font très très bien dans les sociétés de culture. Voilà. Et le rôle de l'État n'est pas de se substituer aux sociétés de culture, à la régulation par la culture, par la foi, par la proximité, par la réputation, mais d'assumer les fonctions régaliennes qui permettent à l'ensemble de cette société de se mobiliser efficacement face à un stress vital. Voilà à quoi sert l'État. Et donc, est-ce que cet État doit être une démocratie en tant que tel? Est-ce qu'il est plus efficace en étant une démocratie face à ce stress vital? On sait que non, puisque c'est typiquement les premières fonctions qu'il abandonne en cas de guerre, ce sont les fonctions démocratiques. Vous n'avez pas le choix de dire si vous allez ou pas, vous n'avez pas le choix de dire ce que vous voulez ou pas, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez du général qui vous envoie vous faire trouer la peau ou pas. Ce que fait disparaître instantanément l'État face à un stress, c'est typiquement la liberté de parole, les processus démocratiques, etc. Donc l'État, en tant qu'il est un État, c'est-à-dire en tant qu'il est l'objet du moyen par lequel la collectivité fait face au stress vital, abandonne de facto et immédiatement ses fonctionnements démocratiques ou ses caractéristiques démocratiques face au stress. On l'a vu, on a commencé à le voir
comme ça avec la crise Covid. Enfin, ça en a rappelé les gens se sont dit ah ouais. Donc, premier constat, si l'État est bien l'État et qu'il n'est que l'État, alors il n'est de toute façon plus une démocratie dès lors qu'il est face à l'enjeu de vie ou de mort. Si l'enjeu, c'est celui de la mobilisation des compétences, on peut considérer, on doit considérer qu'un processus de renouvellement des élites ou de participation du peuple aux institutions est toujours un processus par lequel l'État est susceptible de garder le niveau de compétence, le niveau de fiabilité, le niveau de bon fonctionnement minimal pour tenir ses fonctions. Pour le reste, toutes les institutions qui relèvent de la prise en charge par l'État de fonctions assumées correctement par les sociétés de culture est inefficace, contre-productive, et aujourd'hui, on le sait, je dirais même sur le plan cybernétique pur, c'est-à-dire du point de vue de l'efficacité opérationnelle et fonctionnelle pure, contre-productive. Donc la réponse à la démocratie, c'est la culture commune, la solidarité et la proximité. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la condition de la convivialité, du bonheur de vie, du plaisir de l'existence, du fait d'être quelqu'un quelque part et pas un atome interchangeable et déplaçable, et de s'inscrire dans une continuité qui nous permet aussi d'affronter les grands moments de l'existence individuelle, que sont la mort, le décès ou d'autres, avec la perspective de la très longue vie qui est la très longue vie du corps social, qui est la très longue vie de la communauté, la très longue vie de la famille. Et c'est toute ce monde que nous avons laissé détruire d'une certaine façon, qu'il faut réhabiliter. Il faut respecter, célébrer, sacraliser l'État en tant qu'il est le moyen par lequel nous faisons face à la violence et à la menace, et par lequel nous assurons la coexistence harmonieuse d'intérêts contradictoires à l'intérieur de notre monde et nos relations avec d'autres mondes extérieurs. Mais pour tout le reste, la réponse à la démocratie, et je dirais l'alternative à la démocratie, c'est ce que montrait Axel Rode dans son dilemme littératif du prisonnier. C'est la coexistence par la culture commune, la stabilité, la culture commune quelque part, par la réputation et par la responsabilité sociale et écologique. Écologique, pas au sens des Verts, au sens de... On n'est pas responsable simplement socialement, on est aussi responsable du milieu dans lequel on vit, de la beauté de l'endroit où on vit, de la pollution de l'endroit où on vit, du fait qu'on soit capable de faire tenir le vivant autour de nous de façon correcte. On est responsable de l'homme a la particularité d'être aussi responsable de ses paysages. C'est quand même un enjeu fantastique. Donc, voilà pour la réponse. C'est je botte en touche et à moitié. Je dirais un conservatisme sain, qui ne soit pas une sorte de ringardise passéiste, considérant à penser qu'avant c'était mieux que, loin d'un droitardisme fétichisant les pouvoirs, les absolutismes, quels qu'ils soient, mais aussi à équidistance, je dirais, des logiciels mono-humanistes, lumineux, qui cherchent à nous faire rentrer globalement dans des sociétés fourmilières, individualistes, dans lesquelles les gens vivent sous anxiolytiques, se suicident et ne veulent plus avoir d'enfants. Alors, ça soulève énormément de questions. Peut-être que ça donnera lieu à un autre entretien, si vous le voulez bien, parce que cette idée de ramener la responsabilité à une échelle humaine, celle d'une petite collectivité, dans le cadre d'une subsidiarité où l'on garde l'État, mais un État qui est restreint aux fonctions régaliennes, c'est effectivement magnifique et sublime. Seulement, cet État doit être également capable, dans ses fonctions régaliennes, de contenir la logique du marché, qui cherche toujours à se frayer un chemin jusqu'aux collectivités humaines. Et cette même logique du marché voit dans la culture et dans les éléments culturels des freins et des obstacles. Et elle a tout le temps besoin d'atomiser ces collectivités pour en faire une foule davantage de... Donc,
cet État est-il pensable que dans un contexte post-capitalistique? Donc, faut-il une sortie du capitalisme pour que cette piste de réflexion soit réaliste? Ou peut-on, malgré les paradigmes dominants actuellement, tenter cette expérience à l'échelle d'un État? Donc, si vous voulez ne pas y répondre immédiatement parce que le temps est limité, on peut la développer, l'étayer. Je vais vous répondre très très vite. Je pense qu'effectivement, une saine lecture de Marx peut nous aider à comprendre mieux ce qu'est le capitalisme et de comprendre en quoi, quelle force motrice en quelque sorte. Je dirais, Marx historien est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, un État peut avoir, de façon très simple, la possibilité d'empêcher tout cela. Je dirais d'empêcher, je dirais la subjugation des cultures par le marché. J'observe d'ailleurs ce que disait Polanyi, et Polanyi disait très bien que c'est le passage de la communauté à l'État, puis de l'État au marché. C'est l'État qui détruit la communauté de culture, qui s'accapare, qui détruit, qui désacralise le principe de fonctionnement de la communauté de culture, qui ne respecte pas la loi du local, le principe de subsidiarité, qui cherche à remplacer les modes d'organisation, de gestion qui peuvent être problématiques, mais parce que une des fonctions de l'État, ça c'est ce qu'a bien montré les anarchistes, James C. Scott en particulier, c'est avec son histoire du blé, quand il explique que si l'État a cherché, si on a fait de la révolution néolithique une révolution du blé, c'est parce que le blé, c'était ce qui permettait à l'État d'être compté, d'être conservé, évidemment, d'être stocké, le capital, constitution d'abord, mais aussi d'être anticipé et d'être récolté. Il y avait, contrairement à d'autres formes de culture, qui étaient souterraines, sous la terre, qu'on pouvait cacher, le recensement des biens et de la production était considérablement simplifié par ce type, par les céréales, par le blé en particulier. Conservation et anticipation, calcul et appréciation des stocks, de la production, etc., etc. Et donc, l'État, pour agir, a besoin toujours de s'aménager une fenêtre sur les sociétés qu'il a sur les collectivités de culture. Mais les Américains ont été capables de créer une constitution tout à fait intéressante sur leur territoire, qui a été aussi subvertie, etc., etc. Mais enfin, qui est quand même aujourd'hui. Les Américains sont en clair aux prises avec les mêmes forces que les nôtres. Simplement, eux, ils ont la Constitution américaine. Les Européens ils sont armés également, ce qui fait la différence. Précisément du fait de la Constitution. Donc, eux, ils ont affaire aux mêmes forces que les nôtres. Nous, on a affaire aux mêmes forces que les leurs. La différence entre eux et nous, c'est que eux ont la Constitution des États-Unis et pas nous. Et ça fait toute la différence. Donc, nous aussi, nous avons besoin d'un processus constituant pour typiquement créer les conditions de. On va être face en fait à des outils, à des moyens, à des gains de fonction et des gains de productivité phénoménaux qui sont liés à la technique, à l'intelligence artificielle, à tout un tas d'autres phénomènes. Ils ne sont pas incompatibles avec la possibilité de fonctionnement et de régulation de la société par la culture. Il n'y a aucune incompatibilité là-dedans. Une société de culture, c'est par définition une société qui ne se lie pas de façon totalement alors si l'ethnologie permet de le faire, voilà, on va avoir un gouvernement d'ethnologues, voilà ce qu'il nous faudrait. Donc ayons un gouvernement d'ethnologues et un gouvernement de militaires, des ethnologues d'un côté et des militaires de l'autre, avec au milieu une petite technocratie pour faire fonctionner tout ça. C'est le strict qu'on puisse faire. Pour le reste, je prétends que pour le bonheur, pour l'écologie, pour le bien-être, pour la durabilité, pour la richesse, y compris d'ailleurs, si on s'en tient là, je dirais, à la typicité et à la créativité des sociétés, plus les sociétés sont basées sur la proximité, la culture, la réputation, etc., et plus elles produisent de la diversité de façons de faire, de formes et de façons de penser, pas seulement des façons de penser, mais aussi des façons de faire, et plus cette typicité constitue une richesse pour une nation entière. On a
paradoxalement, on n'est plus au temps de l'industrie aujourd'hui. On est au temps des imprimantes 3D. Voilà dans quelle époque nous entrons. Voilà. Nous ne sommes plus au temps des bibliothèques, nous sommes au temps des intelligences artificielles ou dans lequel vous pouvez faire tenir l'équivalent d'une bibliothèque sur une carte que vous faites tenir dans votre poche. Donc, nous n'avons plus besoin des mêmes infrastructures, nous n'avons plus besoin des mêmes moyens, nous n'avons plus besoin des mêmes industries pour vivre. Nous pouvons vivre très très bien dans des sociétés beaucoup plus simples du point de vue de leurs infrastructures et en même temps beaucoup plus développées, beaucoup plus fines sur des tas d'autres aspects. Nous avons encore des gains de productivité entre guillemets immenses à tirer de la recherche en écologie, par exemple. On va s'apercevoir voilà encore une institution qui est typiquement passée de l'État au marché, c'est les institutions sanitaires. Et on voit le fiasco que devient la science médicale occidentale depuis maintenant 30 ou 40 ans. Vladimir Ilitch, pas Vladimir Ilitch, Vladimir Ilitch avait écrit un bouquin qui s'appelait La Némésis médicale, que je vous invite à relire, qui prophétisait un petit peu tout ce qui allait se passer, etc. La science médicale occidentale est face à un fiasco terrible. Terrible. Et donc, les sociétés de culture ont aussi des réponses à apporter à ça. Typiquement. Donc, je peux pas tout vous expliquer, c'est un monde nouveau, en fait, d'une certaine façon, qui peut être créé, mais l'impulsion est la suivante. Subsidiarité, respect des cultures, approche, redéfinition de l'État, de la compréhension, de la conception de l'État, pacification. Il faut pas oublier que c'est les logiques de guerre, les logiques de conflit qui servent en permanence à créer des logiques de concentration de force, de puissance, d'accaparement des droits et de privation de nos libertés et de nos destins. Et donc, voilà pourquoi il faut être pacifiste, non pas parce qu'on est des moutons bêlants et qu'on se dit « Ah, la guerre, c'est mal », mais parce que la paix, c'est le conflit surmonté, c'est pas l'absence de conflit. Ça se joue dans un rapport de force, la paix. Donc oui, il faut faire la paix, mais il faut être pacifiste, je dirais, avant tout, surtout, parce que la paix, parce que la guerre, c'est toujours le moyen de nous priver de nos droits, de nous priver de nos libertés, de nous priver de nos cultures et de nous priver de nos vies et de notre destin. Voilà pourquoi il faut être pacifiste, fondamentalement. Mais je sors beaucoup du sujet, je suis désolé. Non, voilà, pas du tout, on est en train de temps. Oui, je vous en prie, vous vouliez continuer. Non, voilà, donc je voulais dire que le truc du pacifisme, c'est qu'il ne marche que quand tout le monde joue le jeu. Si on est seul à être pacifiste, on devient une proie dans le monde contemporain. C'est ça le malheur de la chose. C'est qu'il faut une prise de conscience humanitaire à l'échelle planétaire. Oui, mais on sait aujourd'hui que la puissance ne repose plus sur le nombre, mais sur la volonté. Oui. La puissance repose sur la volonté. La volonté n'est pas simplement une question de moyens. Aujourd'hui, vous pouvez, avec 200 000 personnes sur une île, vous pouvez dissuader énormément de choses et énormément de monde. Et la souveraineté, c'est pas non plus se résout pas dans une démocratie, dans une constitution ou dans des grands principes constitutionnels. La souveraineté, c'est la capacité d'avoir pris sur ce qui a pris sur nous dans un monde normal. Ça se joue pas dans un absolutisme souverain. Nous sommes absolument libres, absolument indéterminés, absolument totalement capables de faire abstraction de la puissance des autres sur nous-mêmes, etc. Si on est réaliste dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, qui est un monde d'interdépendance, un monde de voyage, un monde de connaissances, on sait que notre souveraineté, ça n'est pas un absolu en termes de liberté pour la collectif, c'est la possibilité d'avoir pris sur ce qui a pris sur nous. Et donc, ça se joue aussi par des institutions adaptées et dédiées surtout, et réalistes, et aussi par la volonté de vivre et la volonté de perdurer. Lorsque vous êtes dans des sociétés dans lesquelles, regardez l'effondrement démographique mondial, tout nous indique que les chemins que nous avons suivis du fait de la révolution industrielle et de la révolution des Lumières arrivent à leurs ultimes conséquences dans le processus de débiologisation, d'artificialisation de notre espèce et en même temps d'acculturation, de déculturation profonde qui en résulte. Et tous portent à croire que les êtres humains ne survivront pas
sans une société organisée autour de la culture, de la proximité, de la réputation, du contrôle social par le potin méchant, de la vie réelle et de la possibilité d'organiser leur propre économie, de ne pas dépendre de flux financiers qui ont lieu à 5000 km de chez eux pour nourrir leurs enfants, etc. Plus personne ne comprend ça. Plus personne ne comprend ce monde-là. Donc, si nous voulons que nos peuples puissent retrouver le goût de vivre, le plaisir de vivre et la volonté de défendre quelque chose aussi, par des institutions qui leur permettent de le faire, alors nous pouvons nous intéresser non pas à l'avenir de la démocratie, mais à l'avenir de la participation et à l'avenir de ce que la démocratie a cherché à remplacer lorsqu'elle a voulu devenir une démocratie parlementaire. Je ne parle pas des premiers principes démocratiques. La démocratie athénienne, c'est pas du tout la démocratie d'aujourd'hui. On ne peut pas parler des signes dans le monde nordique, qui étaient des institutions tout à fait respectables, dans lesquelles les hommes se réunissaient pour parler, prendre des décisions, etc., etc. Donc toutes ces institutions-là ne sont pas si ce sont des institutions démocratiques, alors cette démocratie est fantastique. Mais elle implique précisément la culture. Elle implique la proximité, elle implique la réputation. Elle implique que celui qui parle est quelqu'un de connu et que on analyse ce qu'il dit parce que c'est lui qui le dit. Aujourd'hui, un branleur de 14 ans peut vous apostropher sur Twitter pour vous essayer de vous faire leçon et vous apprendre la vie. Ouais, ça m'arrive. J'ai des types sur les réseaux sociaux, les mecs, ils ont des boutons sur la figure, ils vivent dans leur chambre et il y a leur maman qui va les appeler pour manger leur ravioli dans 5 minutes et les mecs sont en train de m'expliquer la vie. Moi, je suis pompier, j'ai 4 gosses, mais les mecs ils m'expliquent la vie, l'histoire, etc. Ça leur pose pas de problème. Et donc, la virtualisation de nos existences et l'absence, en fait, de sens, de l'adossement, en quelque sorte, du mot, de la phrase, du propos, de la responsabilité de celui qui parle et de sa vie réelle, de ses compétences réelles, de son histoire, de son courage ou de ses faiblesses, de sa famille. Lorsque plus rien, en quelque sorte, n'est adossé à ce que vous dites, alors les mots se déversent comme de l'eau dans une rivière et plus rien n'a de sens. Et là aussi, s'échoue dans ce processus-là le sens, la volonté et la première des volontés, qui est la volonté de continuer à vivre. Et la légitimité de celui qui porte un discours, effectivement, qui doit être une légitimité incarnée. Et d'ailleurs, pour conclure, je pourrais juste rappeler la célèbre phrase que Dostoïevski fait dire au prince Mychkine dans L'Idiot, qui lui fait dire « La beauté sauvera le monde ». Et ben, espérons que ça sera le cas, et puis œuvrons pour que cela advienne un de ces jours. Laurent Ozan, merci infiniment pour votre générosité intellectuelle et pour votre temps. Merci Rachid, beaucoup, merci. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien.